Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation ce jour. Je me présente, Julie Bonaudorin. Je suis chargée de mission sécurité climatique à la DGRIS au ministère des Armées et pilote de l'Observatoire Défense et Climat. Nous sommes aujourd'hui réunis pour assister à la restitution de la septième note de prospective et stratégie de l'Observatoire Défense et Climat portant sur l'utilisation stratégique des vulnérabilités climatiques dans les conflits contemporains, les modalités et les rétroactions de celles-ci. Donc, laissez-moi vous présenter dans un premier temps l'Observatoire Défense et Climat, qui a été lancé en décembre 2016, qui est coordonné par l'IRIS dans le cadre d'un contrat cadre pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, pour laquelle je travaille. L'Observatoire a pour but d'éclairer le ministère des Armées sur les impacts des changements climatiques, de renforcer les connaissances et les capacités d'anticipation sur le sujet du changement climatique. Cette dimension, c'est un angle primordial pour le ministère des Armées, à l'image de la stratégie défense et climat qui a été adoptée en avril 2022 et qui est pilotée par le conseiller climat du Major général des Armées. L'Observatoire, c'est ainsi le fer de lance de l'action du ministère en la matière, en élaborant, entre autres, un travail de sensibilisation des différents organismes aux impacts opérationnels, géopolitiques et géostratégiques des changements climatiques et en produisant des travaux d'analyse, à l'image de la note qui fait l'objet de la restitution de ce jour. L'Observatoire permet également, en outre, d'être un véritable outil de coopération internationale avec les différents partenaires de la DGRIS, notamment grâce aux travaux de qualité qui sont traduits en anglais et la possibilité de travailler conjointement avec d'autres think tanks ou à l'international sur des notes ou événements, à l'image du séminaire qui a été organisé à l'occasion du dialogue stratégique du plateau des Guyanes en septembre 2025. La note de ce jour sur l'utilisation stratégique des vulnérabilités climatiques dans les conflits contemporains met en évidence plusieurs aspects de ce que nous pouvons appeler le nexus climat et conflit. Elle analyse au travers de cas d'études de conflits contemporains la manière et le biais par lequel les vulnérabilités climatiques peuvent être utilisées comme des leviers stratégiques dans des contextes de conflit, notamment par le biais du continuum instrumentalisation-arsenalisation, continuum qui vous sera présenté et détaillé par les différents panélistes. Cette note, qui touche aux frontières de l'hybridité climatique, met également en évidence les vulnérabilités particulières de l'exacerbation de la conflictualité sous les effets des changements climatiques. Cette dynamique se traduit par une approche sécuritaire des changements climatiques en tant que facteur multiplicateur des risques et des menaces. Elle démontre également comment les armées se saisissent du sujet ou doivent s'en saisir à l'avenir en explorant quelques pistes de recommandations ou des scénarios de prospective. Je laisse maintenant la parole à la première table ronde qui vous présentera l'utilisation des vulnérabilités climatiques comme levier stratégique dans les conflits contemporains. La deuxième table ronde portera sur les conséquences environnementales des conflits, allant des rétroactions aux implications sécuritaires et doctrinales de celles-ci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions lors des sessions ou après chaque table ronde et discuter avec nous. On est à votre disposition pour vous éclairer sur n'importe quel aspect de la note. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent colloque. Bonjour à tous et à toutes. Merci Julie pour ce propos introductif. Merci à tous déjà pour votre présence aujourd'hui, alors que nous nous réunissons, comme Julie disait, pour la sortie de la dernière note de l'Observatoire Défense et Climat, intitulée L'utilisation des vulnérabilités climatiques comme levier stratégique dans les conflits contemporains. Note qui est d'ailleurs disponible sur le site à partir de 14 heures, donc depuis 8 minutes. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez plus d'informations. Je suis Mathilde Jourde, chercheuse à l'IRIS, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir animer cette conversation qui me semble tout à fait essentielle à l'heure où les dynamiques conflictuelles se complexifient et se transforment tant dans leur intensité que dans leur forme. Et alors que les changements climatiques s'accélèrent, il me paraît particulièrement pertinent de poursuivre cette discussion sur le nexus climat-conflit. Donc cette note part du constat suivant. Depuis le début des années 2000, les changements climatiques sont progressivement devenus un objet central des politiques étrangères et intérieures des États.
et ont ainsi été intégrés par les acteurs de la sécurité et de la défense, à travers notamment le concept de la sécurité climatique, mis en avant dans le cadre de conférences internationales, décliné également dans les doctrines et les stratégies militaires, et déployé comme outil de veille stratégique. Cependant, la prise en compte de ces enjeux climatiques par les acteurs de la défense se heurte aujourd'hui à certains obstacles, et certains discours soulignent une tension entre les priorités traditionnelles de défense et la prise en compte des changements climatiques, parfois au point de critiquer ouvertement les avancées climatiques au sein même des instances de sécurité. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte politique global où les enjeux climatiques tendent à être dépriorisés. Pourtant, l'analyse de ces enjeux sécuritaires et climatiques reste primordiale au regard de la géopolitique et de l'évolution des changements climatiques actuels. L'objectif de cette note, c'est également de dépasser le débat dominant sur le rôle direct des changements climatiques dans l'émergence des conflits, pour analyser plutôt la manière dont ces changements climatiques peuvent être intégrés comme levier stratégique dans les dynamiques conflictuelles. Plus précisément, cette note examine la notion de vulnérabilité stratégique, c'est-à-dire le degré auquel un système social est susceptible d'être affecté par les changements climatiques. Et elle travaille également sur le concept de levier stratégique, c'est-à-dire un élément, une dynamique tangible ou non, prouvée ou perçue, matérielle ou immatérielle, qu'un acteur utilise dans le cadre d'un rapport de force. La note va notamment plus loin puisqu'elle montre également comment les conflits eux-mêmes, par la destruction ou la dégradation volontaire de l'environnement, peuvent générer des dommages environnementaux qui nourrissent d'autres dynamiques conflictuelles. Cette approche illustre le concept de double matérialité dont nous parlerons dans la deuxième table ronde, qui permet notamment de comprendre comment les conflits armés et les vulnérabilités liées au changement climatique interagissent dans une boucle de rétroaction. L'objectif de cet après-midi, c'est donc d'analyser ce nexus climat-conflit, d'améliorer notre compréhension de la sécurité climatique, de l'élargir à la lumière des dernières avancées géopolitiques, mais aussi des évolutions de la littérature académique à ce sujet. Et donc, pendant cette première table ronde, nous allons examiner comment les vulnérabilités climatiques, notamment en lien avec les enjeux hydriques et agroalimentaires, sont exploitées comme des leviers stratégiques dans des contextes de conflits contemporains à travers plusieurs études de cas. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous 4 intervenants de grande qualité. À ma gauche, Sophia Cabej, docteur en relations internationales de l'Université du Queensland, consultante indépendante et chercheuse associée au programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS. Nous avons sur l'écran derrière Guillaume Sotomayor, qui est chercheur indépendant et président du Fonds de dotation sociale Égrégore. Nous avons également Dorine Buchot, assistante de recherche au sein du programme Climat, Environnement et Sécurité, toujours de l'IRIS. Et Jérémy Deniol, directeur des études à Agriculture Stratégie, think tank dédié aux questions agricoles et docteur en géopolitique. Merci à tous les 4 d'être présents ici aujourd'hui, d'avoir accepté de vous joindre à nous pour partager le fruit de vos recherches et pour continuer cette discussion et cette réflexion autour de ce nexus dont on parle beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sophia Cabej, qui démarrera cette discussion en nous parlant des ressources hydriques. À travers 2 études de cas, Sophia nous expliquera les différentes manières dont ces ressources peuvent être instrumentalisées, utilisées comme levier stratégique dans le contexte des changements climatiques et des dynamiques conflictuelles. Merci Sophia. Bien, bonjour à tous. Merci Mathilde et à l'équipe de l'Observatoire pour l'invitation. Donc en effet, pendant les 10 prochaines minutes, je vais essayer d'expliquer un petit peu comment les vulnérabilités hydriques sont donc utilisées comme levier stratégique dans les conflits contemporains. Donc ça veut dire vraiment comprendre à la fois quelles sont les modalités, quels sont les leviers justement actionnés et quels objectifs finalement sont visés à travers ces manœuvres. Alors, je vais commencer par poser quelques éléments de cadrage avant, de me concentrer sur, les 2 études de cas, qui ont concentré mon attention dans la rédaction de ce rapport. 2 études de cas qui portent toutes 2 sur des bassins, transfrontaliers. Donc le bassin de l'Indus, d'une part, avec, le cas du conflit, indo-pakistanais sur le Cachemire et d'autre part, le bassin du lac Tchad, avec le narratif du lac Tchad en voie de disparition dans une région, vous le savez, marquée, par de multiples formes d'insécurité. Alors d'abord, posons,
posons le cadre, pourquoi l'eau? Alors l'eau douce, c'est bien sûr, une ressource vitale, mais c'est aussi une ressource, qui est, soumise à des pressions anthropiques de plusieurs formes, qui dégradent à la fois sa qualité et sa disponibilité. Alors, du fait de son caractère vital, l'eau douce a aussi et possède aussi un caractère belligène. Depuis l'Antiquité, l'eau est utilisée à la fois comme, arme, et comme cible, dans les guerres. Alors, malgré ce statut, belligène, la recherche académique nous montre que l'eau, est finalement plutôt une source de coopération que de confrontation. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans cette note, c'est d'adopter une approche un petit peu complémentaire aux études qui ont étudié à la fois le rôle de l'eau, dans, la confrontation ou les démarches de coopération ou bien l'utilisation de l'eau dans les conflits, donc comme arme ou cible de guerre, pour vraiment essayer de tirer le fil et comprendre comment la question des vulnérabilités hydriques peuvent être, utilisées. Et donc ce que révèlent, mes 2 études de cas, c'est, que cette utilisation, elle peut être qualifiée d'instrumentalisation des vulnérabilités hydriques, c'est-à-dire une exploitation des vulnérabilités dans le but soit d'influencer, de contraindre, de nuire à un tiers et ou de maximiser ses propres bénéfices. Alors, on va regarder donc, les 2 études de cas. Le premier, c'est, donc le bassin, de l'Indus avec le conflit, indo-pakistanais sur le Cachemire. Alors la carte que vous voyez à l'écran, donc qui fait partie, de la note qui a été donc, développée dans le contexte de cette note-là, vous montre donc la région du Cachemire, et ce qui la caractérise. Alors c'est une région, le Cachemire, qui est divisée donc entre l'Inde et le Pakistan, depuis la partition de l'Inde britannique en 1947, et c'est une région qui a été marquée par des guerres et des violences. Depuis 2000, on observe par ailleurs une mutation des formes de violence avec des attaques, perpétrées par des groupes, islamistes ou autonomistes, en Inde. On peut penser notamment, à l'attaque très récente, en avril 2025. Alors ce territoire, donc le Cachemire, il se situe dans un bassin hydrographique, le bassin de l'Indus, qui est marqué par une asymétrie physique majeure. En fait, l'Inde, elle se situe en amont de tous les cours d'eau, tandis que le Pakistan est en aval. Et donc cette position fait de l'Inde un hydro-hégémon, c'est-à-dire l'État qui domine en fait les ressources en eau transfrontalières. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les 2 pays, subissent un stress hydrique très important, un stress hydrique qui est par ailleurs aggravé par les usages agricoles et hydroélectriques de ce bassin hydrographique, mais aussi, bien sûr, par les effets des changements climatiques. Alors, une fois le contexte posé, comment la vulnérabilité hydrique est-elle instrumentalisée dans, le conflit donc, indo-pakistanais sur le Cachemire? Alors ça se fait à travers, 3 types de processus. C'est ce que, les analyses ont enfin les résultats de la recherche peuvent nous montrer. Les premiers processus sont discursifs et plus précisément à travers ce qu'on appelle la sécurisation, de la situation hydrique au Cachemire, c'est-à-dire le processus à travers lequel un enjeu est venu à être construit par l'acte de langage, donc par l'acte de discours, comme une menace existentielle qui nécessiterait des réponses exceptionnelles. Alors là, on a pu le voir à la fois, dans le cas, du Pakistan. Le Pakistan qui vient présenter dans les discours officiels les vulnérabilités hydriques, comme une menace existentielle, qui serait susceptible de nourrir, les mouvements terroristes. Et on a également, des discours dans lesquels on voit, le Pakistan qualifier les projets hydroélectriques, donc de l'Inde, sur les cours d'eau de ce bassin-là, comme une menace existentielle, parce qu'ils pourraient permettre, justement de maîtriser, les débits et en l'occurrence de pouvoir provoquer des inondations ou des sécheresses sur le territoire pakistanais. Côté indien, c'est justement les oppositions du Pakistan au projet de barrage hydroélectrique qui sont, qualifiées comme étant, des menaces à la fois pour son développement économique, mais aussi pour la sécurité de sa population. Et par ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le discours indien, il y a un lien direct qui est établi entre les attaques, subies sur son territoire d'une part et d'autre part la gestion des eaux. Et ça s'est notamment observé avec les menaces répétées, donc les menaces du gouvernement indien de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan à la suite de ces attaques-là, celle d'avril 2025, mais aussi précédemment, on a pu l'observer. Alors au-delà de ces processus discursifs, il y a aussi des processus normatifs qui sont mobilisés.
D'une part, on peut voir que l'Inde, a recours au lawfare, donc c'est-à-dire un usage stratégique du droit, en menaçant de suspendre un traité majeur, le traité des eaux de l'Indus, qui a été, donc adopté par les 2 États en 1960 et qui, finalement répartit l'allocation des ressources hydriques de ce bassin-là. Donc, elle menace de suspendre ce traité et finalement, elle a d'ailleurs mis en suspension suite à l'attaque d'avril 2025 de Pahalgam. Alors côté pakistanais, le processus normatif, il est aussi mobilisé, mais comme je le disais, plutôt à travers une manœuvre d'obstruction juridique avec des procédures contentieuses et, et la mobilisation des mécanismes institutionnels du traité des eaux de l'Indus, justement pour bloquer, en fait, ralentir les projets de barrages sur les différents affluents. Alors, en plus de ces 2 processus discursifs, normatifs, il y a aussi des processus informationnels. L'Inde, pratique la rétention de données hydrologiques, sur les eaux de l'Indus pour nuire aux capacités pakistanaises, d'une part, pour prévoir les inondations et d'autre part, pour planifier l'irrigation, irrigation qui est absolument centrale à l'agriculture dans cette région-là. Côté pakistanais, on peut observer aussi des manœuvres, ici plutôt de manipulation de l'information et cette manipulation de l'information, elle est faite plus particulièrement par les groupes armés, qui utilisent les réseaux sociaux, notamment pour accuser l'Inde d'être responsable des inondations meurtrières sur le territoire, donc dans une manœuvre, encore une fois de manipulation et notamment pour, convaincre, la population de la légitimité des revendications. Donc, à travers ces différents processus, comme on l'a dit, discursifs, normatifs et informationnels, les parties prenantes au conflit, donc que ce soit l'Inde ou le Pakistan, elles visent des objectifs soit de politique étrangère, soit de politique intérieure. Ces objectifs sont finalement assez similaires. On a d'une part l'idée de vouloir renforcer la légitimité des revendications territoriales dans cette région très disputée, d'autre part d'obtenir le soutien de la communauté internationale et côté politique intérieure, il s'agit ici vraiment, à travers ces processus-là, de venir satisfaire des clientèles politiques en interne. Donc, ce qui est intéressant finalement avec ce cas d'étude, c'est qu'on voit vraiment comment la question des vulnérabilités hydriques, elle vient être intégrée en fait au répertoire d'action des belligérants qui viennent la mobiliser de différentes manières pour servir leurs intérêts, mais elles complètent en fait, elles ne sont pas du tout séparées finalement des autres modalités d'action dans le cadre de ce conflit-là. Donc voilà pour le premier. Et là, on va se tourner vers le second cas d'étude, où là, donc c'est un cas d'étude qui est très différent. Parce que ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier l'utilisation d'un narratif sur les vulnérabilités hydriques, le narratif du lac Tchad en voie de disparition. Alors, le bassin du lac Tchad, c'est bien sûr, une région qui est marquée par, de multiples formes d'insécurité, notamment celle alimentée, depuis les années 2010 par, les dynamiques insurrectionnelles, menées par le groupe armé Boko Haram, mais aussi par, sa répression. Et depuis les années 2010, cette situation sécuritaire, elle est explicitement associée au changement climatique dans les discours officiels, de nombreux acteurs, qu'ils soient, régionaux ou internationaux. Et ces discours, ils s'articulent un petit peu autour d'un même narratif. L'idée, c'est en fait que le lac Tchad serait en voie de disparition à cause des changements climatiques, ce qui contribuerait, voire serait la cause des insécurités et notamment de l'expansion de Boko Haram dans la région. Or, les données scientifiques contredisent ce postulat. En fait, le lac Tchad a, oui, subi une période de sécheresse très intense dans les années 70 et 80, mais depuis les années 2000, le lac ne disparaît pas et en fait, il retrouve son volume et son étendue de manière saisonnière. C'est ce que vous montre, en fait, ce graphique qui est issu d'un rapport, d'Adelphi. On voit vraiment ces variations, à travers les saisons, à travers les années. Donc les données scientifiques, elles indiquent que le postulat du lac Tchad qui disparaît, est faux. Pour autant, c'est un narratif qui a largement été relayé, qui a été relayé à très haut niveau. On peut penser à Ban Ki-moon, par exemple, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, à plusieurs présidents de pays européens, bref, à de nombreux acteurs. Il a été relayé par voilà, selon l'idée d'une supposée disparition. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les vulnérabilités hydriques qui seraient induites, en fait, par la disparition supposée de ce bassin hydrographique, elles ont été instrumentalisées, je vais vous l'expliquer juste après, à travers, plusieurs manœuvres discursives.
Alors, le premier processus, c'est celui de la climatisation, c'est-à-dire l'idée que le lac Tchad disparaîtrait à cause du changement climatique. Et ce processus, il a été employé dès le début des années 2000, notamment par l'État tchadien, qui cherchait finalement à se légitimer dans un contexte où il faisait face à des tentatives de rébellion. Donc, c'était dans un objectif de verdissement. On a ensuite eu un processus de sécurisation du lac Tchad et de la disparition du lac Tchad. Donc, c'est ce que je vous expliquais, l'idée qu'il y a un lien direct entre disparition du lac Tchad et insécurité dans la région. Et ce processus-là, ce processus discursif, il a été employé notamment par le pouvoir du Nigeria afin de dépolitiser la situation sécuritaire et de s'en déresponsabiliser. Par ailleurs, cette sécurisation a été, tout d'abord employée par les pouvoirs du Nigeria, mais pas uniquement. Il a ensuite été relayé par des acteurs régionaux, notamment la Commission du bassin du lac Tchad, mais aussi par des acteurs internationaux dans les médias aussi occidentaux. Alors, ces 2 manœuvres discursives, la climatisation d'une part, la sécurisation d'autre part, elles ont eu un effet important. Premièrement, c'était d'ériger le lac Tchad en une question d'envergure internationale, c'est-à-dire une question qui nous concerne tous. Et ça, c'est notamment observé pendant la tenue de la COP 21, il y a 10 ans, donc en 2015. Le lac Tchad, la question du lac Tchad était centrale en fait dans de nombreuses discussions. Mais elles ont aussi permis, notamment à certains représentants politiques français, de servir la politique étrangère dans la région et plus précisément de servir un objectif de renouvellement en fait des relations bilatérales et de la nature de ces relations bilatérales. Alors, ces 2 premiers processus discursifs, sécurisation, climatisation, ils ont été accompagnés par la construction de liens entre vulnérabilité hydrique de la région du lac Tchad, enjeux de migration intercontinentale vers l'Europe et situation humanitaire. C'est ce qu'on appelle l'issue linkage. Et en fait, ce processus-là, c'est assez intéressant. Donc, un autre type d'acteur émerge. Ça a été employé par une entreprise italienne, l'entreprise Bonifica, mais aussi par des représentants étatiques italiens dans le cadre de la promotion d'un projet, le projet Transaqua, un projet qui propose en fait de remédier à la supposée disparition du lac Tchad à travers un canal qui permettrait donc un transfert d'eau interbassin du fleuve Congo vers le lac Tchad. Et donc là, l'objectif était finalement d'alimenter une industrie de l'étude, mais aussi d'attirer des soutiens financiers pour conduire justement cette étude, ce projet-là qui, je le souligne, est toujours d'actualité aujourd'hui, malgré le fait que la disparition supposée du lac Tchad a été complètement démontée scientifiquement et que donc cela est erroné. Alors, ce que ça démontre ici, c'est que déjà, des fausses données scientifiques, peuvent circuler, massivement et peuvent contribuer à créer un mythe, en fait, un mythe de la sécurité climatique. Mais ça relève surtout, du choix délibéré de certains acteurs d'écarter des données scientifiques qui contrediraient, en fait, leurs agendas politiques, et économiques. Par ailleurs, et ça c'est très important, cette instrumentalisation du narratif du lac Tchad en voie de disparition, il a surtout occulté les réels effets des changements climatiques dans cette région-là, qui sont très importants et on pense en particulièrement aux précipitations et au régime de précipitations qui sont modifiés avec des phénomènes de pluie très intenses qui causent des inondations extrêmement avec beaucoup de dommages pardon, pour la région. Et donc retardent la mise en place de politiques d'adaptation nécessaires dans la région. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Sophia pour ces explications et le détail fourni sur les cas indo-pakistanais et du lac Tchad, qui nous permettent de prendre conscience de la variété des formes d'instrumentalisation qui existent, qu'elles soient discursives, normatives, informationnelles, etc. L'objectif de la deuxième intervention maintenant, je me tourne vers Jérémy Deniel et Dorine Buchot pour cette fois-ci nous apporter un éclairage sur les ressources agroalimentaires et pour illustrer la manière dont ces ressources peuvent être, elles aussi, intégrées dans ce continuum instrumentalisation-arsenalisation dont on parle. Donc Jérémy, quelle instrumentalisation des ressources agroalimentaires et notamment des céréales dans le conflit russo-ukrainien et dans la stratégie et politique étrangère russe, notamment en Afrique? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mathilde. Je remarque que la table ronde, pardon, a été organisée d'une main de maître parce que, ça va faire vraiment écho à ce que vient de dire Sophia sur les ressources hydriques, hein, dans le contexte, russo-ukrainien. Je vais y venir avec des exemples assez précis sur, la manière dont, les ressources hydriques ont été utilisées, pour, frapper en plein cœur l'un des poumons économiques de l'Ukraine, c'est-à-dire son agriculture. Et je vais démarrer du coup là-dessus, sur le fait que,
que tu n'as pas mis ma carte. Ouais. Sur le fait que l'agriculture, c'est vraiment, à la suite de l'effondrement de l'URSS pour l'Ukraine, c'est vraiment le moyen de s'insérer dans la mondialisation, le moyen de relancer une partie de son économie. Et juste avant l'invasion donc, de 2022, hein, je vais parler de la guerre russo-ukrainienne, mais je vais parler depuis 2022, même si elle dure depuis 2014 en réalité. Avant 2022, l'agriculture en Ukraine, c'est une vingtaine de pourcents, pardon, des emplois actifs. C'est les plus gros revenus pour le pays au niveau des exportations. Pour le blé, on a, juste avant la guerre, l'invasion, 70% de la production qui est exportée. Donc c'est vraiment une industrie qui est portée vers l'international, vers l'extérieur, et notamment vers le continent africain, l'Afrique du Nord, etc., qui sont des régions qui sont très dépendantes aux importations céréalières. Donc, ce petit panorama très rapide sur l'agriculture ukrainienne, hein, qui a été vraiment, depuis le début des années 2000, une sorte d'Eldorado pour toutes les entreprises et agroalimentaires mondiales, hein, venues de Chine, des États-Unis, etc., qui investissaient en Ukraine dans l'agriculture, qui était extrêmement productive, hein, grâce notamment à ces terres noires qu'on appelle les tchernosiums, qui sont des terres extrêmement productives, notamment pour les céréales, les oléagineux, etc. Euh, Ça fait que lors de l'invasion dès février 2022, la Russie a ciblé méthodiquement toutes les infrastructures qui ont trait à l'agriculture et à l'agroalimentaire et à l'exportation en Ukraine. Donc, dès le début, en février, ça a été de cibler les silos, ça a été de miner les champs. Vous vous rendez bien compte que pour un agriculteur ukrainien, aller faire ses semis dans son champ quand la moitié du champ est miné, c'est devenu un peu plus compliqué. Et ça coûte extrêmement cher aujourd'hui encore de déminer ces champs. Donc, toute une partie de l'agriculture ukrainienne, notamment dans le sud-est du pays, là où sud-est du pays, là où on a la ligne de front, ça devient extrêmement compliqué. Ensuite, un ciblage des infrastructures d'exportation, notamment les ports du sud de l'Ukraine, hein, tous les premiers mois du conflit qui ont été complètement mis à l'arrêt. Et là, c'est vraiment une tentative de la Russie de s'attaquer vraiment à ce poumon économique ukrainien, tout en instrumentalisant toutes les peurs qu'on avait à ce moment-là sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment pour certains pays africains comme l'Égypte, qui dépend en grande partie, 70-80% du blé importé par l'Égypte, qui est le premier importateur mondial, proviennent à la fois de Russie et d'Ukraine. Il y a eu également, ça a été bien documenté dans les premiers mois du conflit, des vols de céréales ukrainiennes, donc dans les zones qui ont été occupées très rapidement par l'armée russe. Ça a été documenté grâce à des enquêtes en OSINT, hein, en open source, où on voyait très bien les céréales ukrainiennes qui avaient été moissonnées et qui partaient par voie de camions jusqu'en Crimée avant de partir par le port de Sébastopol vers des pays alliés de la Russie, comme à l'époque la Syrie de Bachar al-Assad, hein. On imagine bien les contrats de gré à gré qui se sont faits autour de ce blé volé. Et par la suite, ce qu'on a remarqué, c'est que les conséquences du changement climatique, des changements climatiques en Ukraine, se sont superposées aux dynamiques guerrières en Ukraine, et donc principalement vis-à-vis des ressources hydriques. L'un des grands problèmes dans le sud de l'Ukraine aujourd'hui, c'est la hausse des températures, évidemment. Et qui dit hausse des températures pour l'agriculture dit une hausse des besoins en irrigation. Et là, je vais citer un exemple très précis. En juin 2023, dans l'oblast de Kherson, donc qui est situé dans le sud de l'Ukraine, juste au nord de la Crimée, on avait un barrage
qui irriguait une grande partie du sud de l'Ukraine, qui a été détruit par la Russie. Ça n'a pas été revendiqué par la Russie parce que là, on est face à un écocide et donc qui a été extrêmement, avec virulence, très dénoncé par la communauté internationale. Mais bon, les éléments pointent vers la Russie. Et on a eu sur les zones qui étaient irriguées jusqu'à présent une chute de jusqu'à 90% de la production, notamment sur les oléagineux, les céréales, etc. Donc là, vraiment, il y a une utilisation très claire de la Russie de faiblesse, de vulnérabilité plutôt préexistantes liées au changement climatique en Ukraine, sur lesquelles on essaye de pousser pour, dans une stratégie de guerre hybride, tenter d'asphyxier économiquement l'Ukraine. Et donc les conséquences de tout ça, évidemment, et vous le voyez sur le graphique qui présente l'évolution des prix du blé entre donc février 2022 et aujourd'hui, ça a été une envolée des prix et donc des conséquences directes du nombre de chocs directs pour la sécurité alimentaire mondiale de nombreux pays, notamment l'Égypte, hein, qui ont vu leur marge de manœuvre se réduire drastiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, on en sent encore les conséquences, notamment, voilà, notamment en Égypte. Pour l'anecdote, on va dire, dans ce pays-là, qui est donc le premier importateur mondial, il y a quelques mois maintenant, l'entreprise d'État qui était chargée d'importer le blé depuis les années 60 a perdu ce rôle d'importateur public de blé au profit de l'armée de l'air. Maintenant, en Égypte, c'est l'armée de l'air qui importe le blé qui ensuite est subventionné pour faire du pain. Donc voilà, on a vraiment une tentative de reprise de mainmise bon, dans le cadre d'un régime militaire autoritaire en Égypte, mais qui montre bien voilà, cette baisse des marges de manœuvre face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau du temps. Oui, c'est parfait. On pourra continuer sur les questions. Merci beaucoup. Et je vais maintenant laisser la parole à Dorine Buchot pour nous éclairer sur ces mécanismes-là, mais cette fois-ci au Yémen. Tout à fait. Je veux bien le effectivement, donc merci Mathilde, merci Sophia et Jérémy pour vos interventions. Donc effectivement, je vais poursuivre et achever donc notre analyse sur, l'utilisation des vulnérabilités agroalimentaires comme levier stratégique, cette fois-ci dans le cas, de cette étude de cas, que nous avons menée sur le Yémen. Et avant de me pencher sur, donc les techniques qui ont été employées, en tant que telles, je voulais rappeler peut-être quelques éléments de contexte sur le conflit, et également sur, la situation, agroalimentaire, au Yémen au début du conflit, donc en 2015, pour comprendre pourquoi, on arrive, à ce que ces belligérants utilisent, ces techniques, qu'on peut qualifier donc d'instrumentalisation et d'arsenalisation des vulnérabilités, agroalimentaires. Donc effectivement au Yémen, donc ce pays du sud de la péninsule arabique, on est dans un contexte de conflit latent, donc depuis, la réunification des 2 Yémen en 1990, avec une confrontation, actuelle entre donc le gouvernement yéménite et le groupe des Houthis, groupe armé donc, soutenu par l'Iran chiite. Ce Cette confrontation, elle prend forme depuis le début des années 2000 et elle va se pérenniser, hem, en guerre civile à partir donc de 2015 et à partir de la prise, de la capitale Sanaa par, le groupe des Houthis. Donc je vais évidemment pas rentrer dans le détail, du conflit, de la chronologie et de la multiplicité des acteurs parce qu'il y aurait énormément à dire, mais voilà quelques éléments peut-être, structurants qui peuvent encore une fois nous expliquer comment on arrive à utiliser, ces techniques. Donc ça va être d'abord la multiplicité des acteurs, donc parce que, on a effectivement le gouvernement yéménite, le groupe des Houthis, mais également toute, une multiplicité d'acteurs et notamment la coalition internationale, qui va, qui la coalition internationale donc, emmenée par l'Arabie Saoudite, soutenue par, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui est aussi présente, dans le conflit et donc une multiplicité des fronts, avec des forces qui sont donc déséquilibrées. On se trouve dans une position de guerre asymétrique et donc qui va pousser, les belligérants à avoir recours à des techniques, non conventionnelles et dont des techniques de guerre hybride comme on a pu déjà le développer. Et puis on a une séparation, territoriale très forte, comme vous pouvez le voir sur la carte, séparation territoriale entre les forces, présentes dans cette guerre civile avec,
le nord-ouest du pays qui est contrôlé par les Houthis, le sud-ouest par le Conseil de transition du Sud, qui, pour schématiser vraiment très rapidement, est plutôt allié du gouvernement yéménite, et puis l'est du pays qui est contrôlé par le gouvernement. Et donc cette séparation territoriale qui finalement, dont les lignes ont peu bougé, depuis le début du conflit en 2015, pousse les belligérants à utiliser des techniques soit pour soumettre les populations civiles, qui sont présents dans, les territoires qu'ils contrôlent, ou bien, pour inciter à la rébellion des populations, dans les territoires contrôlés par, les belligérants ennemis. Et puis aussi plus traditionnellement, les belligérants vont utiliser et donc instrumentaliser ou arsenaliser ces vulnérabilités agroalimentaires, tout simplement pour perturber l'approvisionnement en ressources agroalimentaires du camp adverse. Et donc, en ce qui concerne euh, hop, le contexte agroalimentaire, rapidement, dans lequel se trouve le Yémen en 2015, au début de la guerre, euh, contexte qui est évidemment très marqué par les effets du changement climatique. On a des périodes de sécheresse qui s'allongent au Yémen, avec une alternance aussi de périodes de cyclones, d'inondations, qui va mener à une érosion des sols, à un assèchement des nappes phréatiques et une perturbation des régimes pluviométriques sur le territoire yéménite, qui évidemment mène à une perte des rendements agricoles dans le pays et à une réduction de la surface des terres agricoles sur le territoire. On considère qu'à partir de 2015, on n'a plus qu'environ 3% du territoire yéménite qui est constitué de territoire agricole. Et cela va créer une énorme dépendance du pays aux importations en ressources agroalimentaires, puisqu'on considère à peu près que depuis les années 2010, c'est 70 à 85% des denrées qui sont consommées par la population yéménite qui sont importées. Et donc, j'arrive sur les techniques en tant que telles qui vont être employées. Ça va d'abord être donc une arsenalisation de ces vulnérabilités agroalimentaires par le ciblage matériel et donc la destruction systématique des infrastructures du système alimentaire par l'ensemble des parties, notamment la coalition internationale menée par l'Arabie saoudite, comme je le disais. Et donc, sur cette carte, voilà, nous avons représenté, donc chaque petit rond rouge correspond et représente le nombre de frappes aériennes qui a été mené par la coalition internationale sur chacun des districts qui composent le territoire yéménite. Et vous voyez donc sur l'infographie juste à côté la variété des cibles et donc vraiment l'ensemble des infrastructures du système agroalimentaire qui ont été touchées, à la fois les fermes, les terres agricoles, mais aussi les infrastructures de conditionnement, de stockage, les véhicules de transport, les routes bien sûr, les aéroports et les ports, puisque je le disais, on a une énorme dépendance aux importations et donc une volonté de cibler pour empêcher l'offre de ressources agroalimentaires d'arriver dans le pays. Et puis les marchés également, qui sont évidemment le principal point de distribution des ressources agroalimentaires. Encore une fois, ici, l'objectif est donc de priver de nourriture la population civile et le camp adverse. Ça a aussi été mené par le groupe des Houthis, donc dans les territoires qui, eux, étaient contrôlés par le gouvernement yéménite et ses alliés, dans une moindre mesure que les frappes aériennes. Mais voilà, ça a également été observé. Et puis, rapidement, pour terminer, sur deux autres techniques d'instrumentalisation des vulnérabilités agroalimentaires dans ce conflit. On a vu l'utilisation donc de la destruction, ou en tout cas l'utilisation comme levier de négociation de l'aide alimentaire, pratiquée par l'ensemble des belligérants, donc soit, comme je le disais, directement détruire l'aide alimentaire qui était apportée par la communauté internationale, ou l'utiliser comme levier de négociation et donc s'appuyer sur cette dépendance à l'aide humanitaire comme levier stratégique dans le conflit par l'ensemble des belligérants. Et puis une autre technique qui va être cette fois-ci, qui va avoir pour objectif de cibler la demande de ressources agroalimentaires et non l'offre, c'est-à-dire à travers la privation euh, des habitants de leurs revenus disponibles. Et ça va notamment être mis en place par le gouvernement yéménite lui-même, qui, à partir de août 2016, va tout simplement arrêter de distribuer les salaires des fonctionnaires dans le pays, sachant que la fonction publique au Yémen est le premier employeur du pays. Donc voilà, effectivement, une volonté, encore une fois, de priver les individus de leur capacité d'accéder aux ressources agroalimentaires
et donc d'utiliser cette vulnérabilité agroalimentaire comme levier stratégique dans le conflit. Donc pour conclure et synthétiser ce que l'étude de cas du Yémen permet d'illustrer, c'est effectivement de montrer comment ces vulnérabilités alimentaires sont aggravées par les changements climatiques pré-conflit, et comment elles vont être utilisées comme levier stratégique de différentes manières, à la fois donc pour illustrer le continuum instrumentalisation-arsenalisation. Et donc dans le cas du Yémen, l'arsenalisation, comme je le disais, s'est traduit par le ciblage systématique des infrastructures agroalimentaires, tandis que l'instrumentalisation a consisté en la manipulation de l'accès aux ressources à travers leur rétention ou indirectement à travers un impact sur le pouvoir d'achat des populations pour entraîner leur soumission ou leur rébellion contre le camp adverse. Je m'arrêterai là. Merci Dorine. Donc jusqu'à présent, nous nous sommes plutôt concentrés sur une analyse de ce continuum instrumentalisation-arsenalisation dans une approche interétatique. Et maintenant, je vais me tourner vers Guillaume Sotomayor, qui va apparaître derrière nous, pour élargir la discussion. Et donc Guillaume nous parlera cette fois-ci plus spécifiquement de l'instrumentalisation des ressources naturelles par des acteurs non étatiques. Voilà. Alors Guillaume, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Merci infiniment. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Oui, parfaitement. Excellent. Merci encore à toi et à l'IRIS pour cette invitation et à mes collègues pour leurs interventions absolument passionnantes. Ici, on va essayer à travers cette intervention de brosser un tableau de l'instrumentalisation des ressources naturelles, de leur contrôle, de leur exploitation, de leur transport et de leur distribution, et donc de travailler sur l'ensemble de la chaîne en tant que le cœur de ce qui confère de la puissance dans nos sociétés, aussi bien à échelle locale qu'à échelle internationale, pour des acteurs étatiques, on va en reparler très vite, mais également, comme l'a dit Mathilde, à travers également l'utilisation et cette instrumentalisation par des acteurs non étatiques. On va brosser ici on va passer à travers différents exemples, notamment sur des exemples de groupes armés, de crimes organisés, etc. Alors le cas le plus frappant, bien sûr, c'est l'eau. Et là, il a été mentionné ici les exemples du Gange, les exemples du Nil. On peut parler de l'Euphrate, du Mékong, du Jourdain, dans lequel, évidemment, le contrôle des sources et du débit des fleuves est un instrument majeur de ce qui va constituer, dans une scène internationale, un instrument de puissance. C'est l'instrument de puissance de la Chine, et c'est comme ça qu'elle envisage, par exemple, le Tibet. Mais c'est aussi ce qui motive Israël en Syrie. On ne l'a pas encore mentionné, quand il prend le contrôle de l'intégralité de la montagne du Jourdain. C'est évidemment un enjeu derrière hydrique et de contrôle derrière du fleuve, qui va lui donner une arme, un levier supplémentaire dans des rapports de puissance, dans des rapports de force avec d'autres acteurs, dans des situations conflictuelles ou non. Maintenant, on va passer à une échelle plus locale, et on remarque que dans différents coins de la planète, l'accès à l'eau, par exemple au niveau de villes, de centres urbains, à Karachi, à Manille, dans d'autres espaces, confère à des acteurs locaux, politiques, économiques, criminels, souvent des formats hybrides entre ces trois, un pouvoir de quasi-souveraineté, puisque contrôlant l'accès à la survie, finalement, via le contrôle de l'eau et de sa distribution dans des zones urbaines, encore une fois, très importantes. À une échelle internationale, les ressources naturelles, ça a été mentionné à plusieurs reprises, sont présentées comme raison d'État. Et donc là, on a parlé de l'eau, on a parlé des enjeux, bien sûr, on peut en penser de l'Égypte dans son rapport de force avec l'Éthiopie, mais on peut aussi mentionner ici le fait que l'accès aux ressources naturelles et l'accès via des entreprises proches des États octroient une supposée prescription morale pour ne pas s'occuper du réchauffement climatique, pour ne pas considérer les dégradations écologiques causées, ni les conflits locaux engendrés par l'exploitation en question. Et ici, les exemples sont extrêmement nombreux. On pourrait penser bien sûr à l'Ouganda et à l'activité de Total sur ce pays, mais bien sûr aussi au Mozambique avec les cas récents. Et ici, je crois que aussi bien à l'échelle des multinationales qu'on évoque, qui vont utiliser l'argument de l'emploi, mais également donc de la puissance,
pour justifier derrière des conflictualités locales, aussi bien avec des communautés qui sont les plus touchées par ces questions. On peut penser bien sûr à Keystone, également aux États-Unis, à la préservation d'un certain nombre de zones écologiques et des conflits avec des communautés également via des entreprises canadiennes au nord du Canada, entre des communautés autochtones. Et bien sûr derrière, évidemment, un contre-argument qui est utilisé dans le sens opposé, qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique, que ces multinationales et les États concernés qui en bénéficient auraient comme accès via le contrôle à des gaz ou l'accès à des gaz moins polluants, via l'accès à des minerais nécessaires à une industrie green tech. Et donc ici, on a un argument qui a complètement été renversé en termes informationnels et en termes d'instruments de puissance, une instrumentalisation d'un genre nouveau, dans lequel, à travers un projet de société supposément efficace ou efficient, soit pour lutter contre le réchauffement climatique, soit on va mettre sous le tapis l'origine des ressources en question et les conflictualités qui y sont liées, soit au contraire, certains États vont justifier leur préemption sur ces ressources clés dans le cadre de la lutte justement contre le réchauffement climatique. Et il faut revenir ici rapidement sur le concept des économies de la violence. À travers un livre récent avec un collectif de chercheurs, on a développé cette notion pour illustrer le lien entre extraction de ressources naturelles et le pouvoir d'un certain nombre d'acteurs le long de la chaîne de valeur des produits, c'est-à-dire depuis leur production jusqu'à la sécurisation de leur transport et derrière de leur arrivée à une étape clé, on va revenir juste après, que sont des hubs de redistribution et de transformation des produits en question. Ce contrôle des économies de la violence, pourquoi on utilise de ce mot? C'est parce qu'ici, la violence devient un outil de compétitivité, devient un élément clé, encore une fois, de la puissance économique, c'est-à-dire que la puissance va se faire au détriment d'autres communautés, dans une imposition qui est volontaire et qui est conscientisée. Ce qu'on remarque, c'est que donc il existe un phénomène de double légitimation à échelle locale et internationale, au niveau aussi bien notamment de l'accès à une forme de souveraineté, encore une fois, légitimée et reconnue à échelle internationale. L'exemple le plus frappant ici, c'est le Soudan du Sud, dans lequel, à travers ce jeu de puissance, en particulier chinois-américain, il y a eu une interaction entre les différents seigneurs de guerre locaux sur l'accès en particulier au pétrole. On peut parler bien sûr de la légitimation de certains seigneurs de guerre afghans, non pas sur l'opium, mais sur le contrôle qu'ils avaient et qu'ils ont encore pour certains, sur des mines notamment extrêmement stratégiques, pour la Chine par exemple, mais pour d'autres acteurs aussi, sur le cuivre ou d'autres. On peut penser bien sûr au lien, et vous y avez toutes et tous pensé tout de suite, entre le Rwanda et le M23, ou l'alliance du fleuve Congo, et bien sûr la guerre au Kivu, les massacres depuis des décennies, et la reconnaissance semi-officielle, officielle des acteurs en question en fonction de leur capacité à fournir de manière continue et fiable des minerais à bas prix sur des grands volumes à d'autres acteurs au bout de la chaîne, notamment des acteurs des multinationales liés à la puissance d'États occidentaux. Une autre enquête récente de Forbidden Stories sur le Ghana et l'or qui est exploité illustre parfaitement cette chaîne de production. Un dernier exemple que je voulais vous mentionner, il y en a de très nombreux, c'est celui de la République centrafricaine. On pouvait également aussi mentionner la Libye, pardon, dans laquelle on a assisté à une réhabilitation des seigneurs de guerre dans des processus de paix et de supposée stabilisation du pays. Stabilisation, pouvoir de stabilisation, garantie de stabilisation, idem encore une fois pour la Libye, qui était uniquement aux yeux de la communauté internationale liée à leur capacité de tenir un territoire et comment ils tenaient un territoire, à la fois en ayant les ressources humaines et financières pour le faire, de garantir d'un côté à des populations locales de l'emploi, garantir évidemment une sécurisation face à d'autres acteurs convoitant les ressources en question, mais aussi en étant encore une fois en capacité d'assurer pour les partenaires de la communauté internationale une stabilité dans l'approvisionnement et dans la commercialisation des denrées en question. Cela change même ici souvent la nature des crimes, la nature des instrumentalisations telles que narrées
par la communauté internationale et également leur judiciarisation. Et j'aimerais terminer ici par un cas d'école qui est très peu mentionné, mais qui, à mon sens, est révélateur à plein de cette instrumentalisation et des situations conflictuelles qui y sont liées. C'est le cas du sable. Le sable et son exploitation illicite et son transport à travers le monde et les trafics qui y sont liés, où on a une chaîne qui implique des petits groupes criminels à échelle très locale, à des grandes entreprises plus ou moins pénétrées par le crime organisé, une chaîne de transport qui ensuite va emmener le sable dans des zones, dans ce qu'on appelle des zones franches, notamment Dubaï, mais il y en a beaucoup d'autres, en Thaïlande, etc., avant que ce sable soit ensuite redistribué vers ses principaux consommateurs, par exemple aux Émirats arabes unis, à Singapour, à Hong Kong, etc., etc. C'est une production qui est assez peu régulée, avec encore une fois des acteurs conflictuels via les communautés locales ou d'autres qui sont impliqués tout au long de la chaîne. Ce qui est très intéressant ici, c'est que dans la fonction dont ces produits sont considérés, il y a des zones tampons, des espaces de transformation, ce que je vous disais tout à l'heure, dans lequel le produit, même aux yeux de la communauté internationale, change de nature. La ressource minérale, bois ou autre, se légalise. On va lui donner un stempel d'origine via ces zones, ces espaces, encore une fois, tampons, qui sont tout à fait insérés dans nos chaînes économiques et financières internationales. Et ça octroie bien sûr aussi une puissance particulière à ces zones et à ces espaces dans la géopolitique, dans les rapports de puissance à travers le monde. Et donc, je pense ici qu'il est très important de mesurer à quel point ces enjeux qui sont accélérateurs du changement climatique, puisque derrière, par exemple, l'exploitation du sable, elle va accélérer les processus de dégradation écologique, elle va renforcer les phénomènes de catastrophes climatiques, les tsunamis, par exemple, et bien sûr affecter les réserves halieutiques et tout un tas d'autres activités, comme toutes les exploitations des ressources naturelles en question, que ce soit de l'eau, des minerais, etc. Mais derrière, c'est également souvent, ce que je vous le disais tout à l'heure, la justification de la lutte contre le réchauffement climatique, la justification in fine de la puissance et derrière des intérêts extrêmement nationaux, notamment sur un plan économique, qui vont justifier les différentes conflictualités à échelle très locale, qui vont les faire passer sous silence et qui vont permettre ou non de considérer comme graves, comme importants, certaines de ces instrumentalisations, certaines des conflictualités qui y sont liées. Voilà, merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci Guillaume pour ce propos tout à fait complémentaire des études de cas des 3 premiers intervenants et pour les nombreux exemples que vous avez cités qui permettent vraiment d'illustrer cette réflexion d'instrumentalisation quand on l'élargit à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément étatiques notamment. Merci à tous les 4 pour vos interventions qui étaient toutes absolument fascinantes. J'ai déjà plusieurs questions en ligne, mais je vais laisser la priorité à ceux qui sont là en vrai. On va donc vous passer un micro dans la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, si vous voulez rebondir sur certains propos. Et si il n'y en a pas encore dans la salle, je vais passer directement aux questions en ligne. J'en ai une première notamment. Ah, il y a une question dans la salle, pardon. Ben, on va commencer par la salle. Donc, le micro, merci. Merci beaucoup. J'espère que je ne serai pas, trop hors sujet avec ma question. En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que, on a eu du coup plusieurs exemples super pertinents de comment le changement climatique, donc en particulier à travers la vulnérabilité hydrique et agroalimentaire, peut être instrumentalisé dans les conflits contemporains. Mais en même temps, immédiatement, je me dis que l'autre côté de cette équation, ce serait que, le changement climatique lui-même pourrait venir catalyser ou, peut-être même provoquer de nouveaux conflits ou, au moins, l'instabilité sociale et politique. Et du coup, je me demandais si, vous avez, des exemples, où vous voyez en ce moment des crises potentielles de ce point de vue? Et est-ce que vous pensez qu'au niveau de la défense et du militaire, nous sommes prêts pour, cette nouvelle, réalité que le changement climatique nous impose? Merci pour cette question. Donc, comme le mentionnait, Mathilde, au tout début de son propos,
Le point de départ de cette note était justement de faire le constat que les débats dominants sur le nexus climat-conflit portaient sur le rôle supposé du changement climatique comme facteur déclencheur de conflit. Ça a été, vraiment, le sujet, donc les guerres du climat, tout ce genre de concepts, si on peut les qualifier comme ça, et qui ont été complètement, contredites par la littérature scientifique. Donc aujourd'hui, il est clair, et la littérature nous le montre, que le changement climatique n'est pas un facteur déclencheur de conflit. Heu, pour autant, et c'est notamment, cela que nous avons souhaité faire dans la note, à travers la question, de l'instrumentalisation et de l'arsenalisation, le changement climatique et c'est notamment comme ça qu'il est qualifié par de nombreux acteurs, y compris le ministère des Armées français, mais pas seulement. C'est le cas du département de la défense américain, du ministère de la défense britannique, de l'OTAN, et cetera. Le changement climatique est qualifié comme multiplicateur de risques ou multiplicateur de menaces. Mais ce concept, qui est, assez politique, il est assez pauvre pour nous permettre, en tant que chercheurs, de comprendre vraiment comment le changement climatique peut venir multiplier en fait ces risques et ces menaces. Et c'est pour ça qu'il a été important dans le cadre de ce rapport-là de se concentrer sur des cas d'études très locaux. Parce que c'est ça en fait la complexité lorsqu'on cherche à comprendre comment le changement climatique et quel est son lien avec les dynamiques conflictuelles. Il faut vraiment se concentrer sur des contextes très locaux pour comprendre justement qu'est-ce qui a pu nourrir, qu'est-ce qui a pu être utilisé, etc. etc. Donc pour répondre à votre question, est-ce que la défense, le milieu de la défense est prêt? Ça dépend, d'où nous nous situons. En France, c'est quelque chose qui est en réflexion depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a été compris, qui a été traduit à travers une stratégie, et à l'échelle internationale, ça a été le cas aussi, ailleurs. Pour autant, encore beaucoup, reste à faire, et c'est notamment, l'objet de la note, qu'on publie. C'est de rappeler l'importance justement de ne pas séparer, opérer une sorte de séparation entre impératif de défense et de sécurité nationale et questions environnementales et climatiques. Au contraire, il s'agit de pouvoir, intégrer en fait ces thématiques justement dans la recherche, de l'assurance d'une sécurité, nationale. Voilà, j'espère avoir répondu, à la question. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une question plutôt pour, Guillaume Sotomayor, hem, sur, les zones tampons et justement sur, cette question du sable. En fait, je m'intéressais à comment, en fait, l'exploitation du sable devient à un moment donné légale, concrètement, et aussi sur la question de la judiciarisation des crimes. Face à la légitimation de la violence. Hem, Qu'est-ce qui est fait au niveau de la communauté internationale? On sait qu'il y a des conventions internationales, il y a Cour pénale internationale, mais à quel point ça avance, à quel point ça recule et à quel point justement ces instances-là, participent à la légitimation de la violence? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, les deux parties de votre question, en fait, sont liées. Je vais commencer par la fin. Il y a donc je veux dire, de plus en plus, au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, au niveau de plusieurs instances, une reconnaissance du concept d'écocide et de responsabilité derrière, notamment au niveau politique, mais aussi de grandes structures économiques, sur les dégâts qu'il cause et sur, encore une fois, une responsabilité de protection des peuples et derrière, bien sûr, de leur action envers et d'adaptation, bien sûr, des dégâts que leurs actions peuvent causer sur la nature et notamment via l'extraction de ressources naturelles. En revanche, il y a un enjeu majeur qui est celui de l'implémentation de ce type de décision, de leur acceptabilité, de leur visualisation et de la généralisation, de la mise en pratique de ces différentes décisions. Et en cela, moi, je vous dirais que les progrès sont limités pour le moment parce qu'il y a une sorte de principe de réalité, un principe, ce que je vous disais tout à l'heure, de raison d'État qui prime. Et la raison d'État, elle n'est pas liée dans la façon dont elle est mise en œuvre, pour l'instant en tout cas, dans la plupart des cas, via une protection de nos environnements, via une lutte active ou plus active contre le réchauffement climatique, mais au contraire sur l'accaparement, sur le contrôle des sources d'approvisionnement, de transport et de distribution ou d'accès privilégié à des ressources minérales, à des ressources naturelles clés, parmi lesquelles le sable. Et sur cette question, on remarque qu'à travers le monde, et y compris des considérations extraterritoriales
des actions qui vont au-delà de toutes les formes de législation, de respect des frontières, de respect de l'intégrité territoriale, sont plus ou moins justifiées, soit ouvertement, soit plus discrètement. Vous pouvez bien sûr penser ici à Trump-Groenland, à la considération de la frontière entre Canada et les États-Unis comme étant une illusion. Cette illusion, entre guillemets, bien sûr, elle est liée au fait que le Canada est détenteur d'un cinquième des réserves d'eau naturelles dans le monde, un sixième de certaines des ressources minérales les plus critiques, dans une logique, encore une fois, de course à la puissance, dans lesquelles la ressource minérale, les ressources naturelles sont un des deux, trois facteurs déterminants de ce qui va constituer une capacité à dominer, une capacité à rester aux commandes dans la communauté internationale. Et parmi ces ressources naturelles, le sable. Et de ça, vous voyez des acteurs qui dépendent du sable pour certaines de leurs industries critiques, notamment sur des enjeux autour de la production d'un certain nombre de nouvelles technologies, mais également en termes d'un certain sable de qualité sur de la construction immobilière pour gérer bien sûr la pression démographique dans un certain nombre de territoires. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un consensus quasi sur la chaîne internationale sur le fait que tant que cela bénéficie à des acteurs économiques dans leur compétitivité, dans des cadres, encore une fois, de compétition internationale assez large sur le développement immobilier, sur des grands projets comme celui, encore une fois, du renflouement ou de la création de pôles d'air ou une avancée sur les océans à Hong Kong, à Singapour ou à Dubaï, qui sont parmi les trois grands consommateurs de cette ressource, eh bien qu'il faut créer, même quasiment ad hoc, des zones franches, et ça existe depuis un certain temps, ça fait plusieurs décennies que c'est le cas, dans lesquelles des entreprises reconnues vont servir ce que je vous disais tout à l'heure de tampon entre un système informel et un système qui devient légalisé. Et ces entreprises, encore une fois, vous en trouvez de très nombreuses dans le DMCC, Dubai Multi Commodity Center, eh bien, elles servent à certifier l'origine des minerais en question et à les transformer. Et de cette transformation, c'est ce nouveau produit transformé, ce nouveau matériel transformé qui va être exporté par la suite dans la chaîne de consommation. Et généralement, les transformateurs font deux choses. Ils vont avoir un mix de différentes origines de sable, d'or, de diamants, etc., qui vont être assemblés à cette étape-là, ce qui va rendre le traçage beaucoup plus difficile. Et une partie de ce mix va venir d'origine légale. Ce qui est fait à ce moment-là, c'est juste que les producteurs ou les distributeurs un peu en amont de la chaîne vont donner des faux certificats, soit sur des volumes produits, soit sur leur origine eux-mêmes. Et donc, ça va permettre à ces acteurs du milieu, si vous voulez, de certifier que les produits en question, en tout cas dans leur connaissance, viennent d'origine légitime. Et là, on voit, vous voyez, que les systèmes sont vraiment biaisés. C'est que les quelques instruments internationaux, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui essayent de justement réguler ces origines de produits. Déjà, ont des instruments de contrôle qui sont quasiment uniquement contrôlés par les multinationales et comment dire, ont des labels qui sont octroyés avec des critères extrêmement faibles. Et donc, les labels en question servent même aux entreprises pour cacher, pour utiliser ça comme un instrument de communication, de RSE, et de cacher l'origine véritable des minerais qu'ils utilisent. Et l'exemple, si vous voulez aller regarder ça, c'est l'ITSCI, l'ITSCI, sur l'origine du cobalt et la merveilleuse enquête de Global Witness sur cette question. Merci. On avait une question devant aussi, deux questions, je crois. Merci Guillaume pour ta réponse. Merci beaucoup pour vos interventions, c'est extrêmement intéressant. Ma question peut-être élargir un peu le spectre de la réflexion. Dans le contexte où la géo-ingénierie s'accélère, et on a vu par exemple l'Iran utiliser des techniques d'ensemencement très récemment, je voulais savoir quelle dimension pouvait prendre la technologie dans l'analyse des conflits actuels ou plutôt dans les conflits futurs. Et c'est peut-être une question de prospective. Est-ce qu'on se dirige vers une ouverture du nexus climat-conflit à un
nexus climat, technologie, conflit, avec la technologie comme un nouvel outil d'arsonisation. Ouais, on laisse la parole à Sophia sur celle-ci qui est spécialiste de géo-ingénierie, je pense. Merci beaucoup pour, cette question, extrêmement pertinente. Alors pour commencer, je vais commencer par, distinguer 2 choses. Ce dont vous parliez, l'ensemencement des nuages, c'est de la modification de la météo, et par ailleurs, d'autres types de techniques sont en train d'être développées qui visent ici à modifier le climat. Donc on ne parle pas de la même échelle, temporelle ni spatiale. Donc sur la première technique, l'ensemencement des nuages, qui est en effet pratiqué, aujourd'hui assez largement. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemencement des nuages, qui consiste en fait à diffuser des particules chimiques à partir de générateurs au sol ou avec des avions. C'est donc de la iodure d'argent dans le but de provoquer des pluies ou d'éviter la grêle. Donc ces pratiques-là, elles sont largement diffusées depuis les années 50-60. Elles sont aujourd'hui utilisées par une quarantaine de pays, y compris la France, même si c'est vrai dans les couvertures qui en sont faites, et pour de nombreuses raisons, c'est souvent la Chine qui est citée en exemple, la Chine qui dispose d'un système d'ensemencement des nuages extrêmement moderne, extrêmement poussé, qui s'appelle le projet Sky River, qui a été initié en 2016 et qui a été abouti cette année, qui consiste en plusieurs, donc en près d'un million de générateurs au sol, qui vise en fait à pouvoir détecter de manière automatique le besoin en fait de diffuser ces aérosols pour pouvoir justement provoquer donc de la pluie. Donc pour répondre à votre question, comment est-ce que ça s'intègre justement ces questions donc de modification de la météo dans les dynamiques conflictuelles? On le voit d'ores et déjà dans le cas de la Chine, son utilisation en fait de ces techniques de modification du temps de la météo, c'est vraiment pour répondre à un besoin et plus particulièrement à l'insécurité hydrique, qui caractérise son territoire. Et donc, la technologie, en fait, elle est déployée dans le but, dans l'objectif de protéger sa population et de sécuriser l'approvisionnement en eau. Mais, ce faisant, elle nourrit aussi les tensions qui peut exister avec des voisins. On peut penser notamment à l'Inde, qui a souvent et qui a, de manière assez récurrente, accusé la Chine d'être responsable des sécheresses sur son territoire car elle lui aurait volé ses nuages. Et ce qui est très intéressant en fait sur ces types de technologies et en particulier l'ensemencement des nuages, c'est qu'en fait il y a une impossibilité aujourd'hui au niveau de l'attribution. C'est-à-dire qu'un aléa ressenti sur un territoire, une sécheresse, une inondation, on est incapable aujourd'hui de pouvoir dire si l'occurrence de cet aléa est liée à une intervention humaine sur la météo, donc à travers l'ensemencement des nuages, ou si c'est le résultat de la variabilité naturelle du climat ou encore de changements climatiques. Et donc ici, on voit vraiment comment tout ça, ça peut s'insérer dans les dynamiques en fait conflictuelles avec la question de la suspicion, la question de l'attribution, et donc on va venir finalement pointer du doigt un acteur tiers pour la situation sur son territoire. C'est le cas avec l'Iran aussi très récemment, qui a accusé la Turquie, les Émirats arabes unis d'être responsables des sécheresses sur son territoire. Donc voilà, c'est des exemples qui sont d'ores et déjà d'actualité. Maintenant pour, la modification du climat, qui est donc d'un ordre, spatial et temporel très différent. Là, l'objectif, c'est pas de faire pleuvoir ou, d'éviter la grêle. L'objectif, tel qu'elle est développée cette technologie, c'est d'abaisser artificiellement la température moyenne mondiale. Donc un des effets de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'augmentation de cette température moyenne, globale. C'est 1,5 degré, c'est des degrés dont on entend souvent parler. Eh bien, certains scientifiques sont en train de développer aujourd'hui des technologies visant à abaisser artificiellement la température, donc à l'échelle planétaire, d'une voilà, pour revenir soit pour stabiliser les températures, soit pour revenir en dessous des 1,5 degré. Et en l'occurrence, oui, ces techniques, elles posent des vraies questions de sécurité, des vraies questions de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, il s'agirait d'une intervention climatique à l'échelle planétaire. Sauf que, au regard de la situation géopolitique internationale, de l'effritement du multilatéralisme, des problématiques rencontrées dans les négociations environnementales, il est très peu probable qu'un accord international soit trouvé pour, si cela est décidé, de déployer ce type de technique. Et on voit d'ores et déjà des démarches assez occultes de la part de certains acteurs privés, notamment autour du développement de ces techniques-là. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bonjour, merci, je m'appelle Alexandre Florentin, je suis élu à Paris et
Ma question, c'est, à votre avis, quelles sont les vulnérabilités climatiques françaises qui pourraient être utilisées à notre détriment? Parce que là, vous avez donné des exemples ailleurs. Merci. Désolée, du coup, je parle un peu beaucoup, mais alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je vais parler de la France, mais prendre un exemple, qui s'est passé juste à côté, donc en Espagne. Il y a 2 exemples qui me viennent en tête qui sont, en lien, en fait, avec la question de l'eau. D'une part, l'occurrence d'événements, climatiques extrêmes, en particulier les phénomènes d'inondation. On a pu voir, par exemple, pendant les inondations, à Valence, en Espagne, des phénomènes de manipulation de l'information, en fait, avec des bots russes et chinois sur les réseaux sociaux, qui, inondaient en fait de messages, visant à délégitimer les autorités publiques, et à pointer du doigt leur incapacité de réponse et cetera. Donc, en fait, c'est une sorte d'instrumentalisation, de l'occurrence d'aléas climatiques, pour, nourrir en fait, des démarches de déstabilisation en fait, qui s'inscrivent continuellement complètement pardon, dans, les pratiques de guerre, dites, hybrides. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe d'ores et déjà. Par ailleurs, en France, c'est vrai que la question du stress hydrique, c'est quelque chose qui est extrêmement prépondérant, et on le voit ici sur le territoire, métropolitain, mais également, bien sûr dans les outre-mer. Donc la question du stress hydrique et la question aussi, des tensions entre usages, c'est vraiment, entre usages donc, autour de la ressource en eau, ce sont vraiment, ce type en fait de choses qui peuvent être utilisées, notamment par des compétiteurs, pour venir nourrir encore une fois, de potentielles tensions préexistantes, hein, autour des usages, mais qui pourraient contribuer à les nourrir. Par ailleurs, quelque chose qu'on peut noter, c'est, la question du secours post-catastrophe. C'est, donc, ces démarches d'intervention, suite à l'occurrence d'aléas particulièrement violents. On peut penser, à des ouragans, à des tempêtes et cetera et qui touchent notamment les territoires français, dans les Caraïbes. Ce sont, des vulnérabilités en fait, qui sont structurelles, mais qui tendent à augmenter et là où des points, se posent, c'est sur les capacités de réponse en fait, à la fois, à l'augmentation de l'intensité, de ces aléas, voire de leur fréquence, pour certains et une grosse question qui va se poser, c'est la capacité de l'État français d'assurer la protection de sa population, où qu'elle soit, dans un contexte d'accélération en fait des impacts des changements climatiques et par ailleurs d'une sollicitation pour d'autres questions. Donc il y a la capacité civile qui est la première qui est sollicitée bien sûr, mais la capacité aussi des forces armées de pouvoir venir soutenir en fait lorsqu'il leur est demandé, va venir aussi se poser dans un contexte où ils font déjà face à de nombreuses sollicitations. Donc voilà pour quelques petits exemples, mais on pourra en reparler, si vous voulez après. On a une question en ligne qui, je pense, s'adresse plus à Jérémy et Dorine. La crise actuelle annonce-t-elle un monde où l'accès à la nourriture deviendra un privilège géopolitique? Voilà, c'est une question ouverte. Merci beaucoup pour la question. Hem, pour répondre du coup dans le cadre peut-être du conflit, russo-ukrainien et peut-être pour reprendre un peu, l'exemple, égyptien, je pense qu'on est déjà un peu dans un monde où, effectivement l'accès à l'alimentation est une sorte de privilège géopolitique ou en tout cas est déterminé au moins en partie par, des éléments géopolitiques. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur le graphique, la figure que j'ai montrée, à quel point les prix sur les marchés mondiaux pouvaient être déterminés par des éléments géopolitiques qui frappent très directement l'offre et la demande, et sur des pays qui ont donc de base qui sont très dépendants des marchés internationaux pour se nourrir. Donc je vais reprendre le cas égyptien. Eh bien, on voit à quel point la géopolitique en mer Noire, du coup, influe directement sur la sécurité alimentaire de ce pays, mais aussi sur sa stabilité sociopolitique. Un autre des éléments qui a été repris par le pouvoir égyptien pour faire face à la crise russo-ukrainienne et qui montre encore une fois à quel point l'onde de choc a été quand même vraiment puissante, ça a été de décider il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, de monter le prix du pain subventionné. Il faut savoir que voilà, en Égypte et dans
d'autres pays de la région d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, notamment en Algérie, le pain est subventionné de manière très lourdement par l'État, puisque il est au cœur vraiment d'un contrat social entre la population et le pouvoir, hein, qui tire en partie sa légitimité du fait de nourrir, d'être en capacité de nourrir la population. C'est pour ça que c'est l'État aussi et l'armée de l'air aujourd'hui en Égypte qui gère au moins en partie les importations de blé. Et donc, le prix du pain subventionné, vu les difficultés budgétaires égyptiennes, a été augmenté. C'était un prix qui n'avait pas bougé depuis 1978. Donc vraiment, ça a été une sorte de cataclysme un peu pour les Égyptiens. L'État a toujours essayé de reculer sur le fait de relever le prix du pain, mais parce que en crainte d'émeutes de la faim, d'émeutes du pain, comme il y en a déjà eu en Égypte, hein, notamment voilà, en 2011, on s'en souvient, dans le cadre des printemps arabes, hein, les prix du pain avaient vraiment explosé à ce moment-là, les prix du blé. Euh, et donc, oui, une sorte de privilège géopolitique, oui, en partie. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Et c'est Dorine. Vas-y. Oui, je vais redire beaucoup de choses que tu as déjà dit, mais encore une fois, si on reprend l'exemple du Yémen, je pense qu'on est déjà dans une situation évidemment d'insécurité alimentaire accrue, que ce soit donc à l'échelle globale ou à l'échelle du pays, où déjà pré-conflit, on est à peu près à 40% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire, donc selon les définitions de l'Organisation alimentaire mondiale. Et donc une crise humanitaire sans précédent. Et cette insécurité alimentaire, elle est certes une conséquence des effets des changements climatiques sur le système agroalimentaire, comme j'ai pu l'expliquer, mais également une conséquence de choix de politique publique. On développe notamment dans la note cette idée également qu'au Yémen, ça a été un choix d'utiliser les terres et de focus une politique économique sur l'exploitation des ressources énergétiques du pays, plutôt que, comme ça avait été le cas avant les années 70, de mettre l'accent sur le secteur agricole comme moteur économique. Donc, effectivement, encore une fois, oui, la géopolitique a évidemment des conséquences en termes d'insécurité alimentaire et derrière sécuritaire dans la boucle de rétroaction qu'on expliquait et qu'on explicitera encore dans la seconde table ronde. C'est Mathilde? Oui, j'allais Pardon. justement te donner la parole. Je crois que tu voulais Merci. rebondir, mais vu que tu es derrière Ouais. moi, tu es caché. Mais vas-y. Merci. Juste pour deux points très rapides, je pense que sur ce que viennent de dire mes deux collègues, il y a un point qui est intéressant, c'est la construction du canal à travers Istanbul et les liens avec tout ce qui vient d'être raconté. Et donc de voir également à quel point ces vulnérabilités, à quel point ces liens vont également influencer la position géopolitique et donc les rapports de puissance sur un projet d'urbanisme et donc de contrôle des flux commerciaux et des flux de transport à travers le Bosphore reliant la mer Méditerranée et la mer Noire, et notamment derrière l'accès au blé ukrainien et au blé russe, et donc l'impact que ça peut avoir également sur des conflictualités de cette ampleur-là. De la même manière que la baisse programmée en raison de la construction du barrage en Éthiopie sur les niveaux de productivité et les niveaux d'irrigation possibles dans l'économie égyptienne sont un des arguments aussi qui est utilisé par l'Égypte dans les confrontations qu'elle prévoit ou dans la manière dont elle communique autour de la gestion du débit du Nil. Et enfin, j'aimerais juste revenir très très vite, si j'ai le temps, Mathilde, en une seconde sur Oui, le, même plus d'une seconde. On Merci. reste Sur la partie, sur ce qui a été dit avant, peut-être qu'on peut regarder également la chose sur les vulnérabilités au niveau municipal via un autre angle. Je sais que c'est une extension un tout petit peu du champ du débat, mais qui est celui des déchets et des vulnérabilités à échelle des villes autour de la gestion de cette question. Parce on est toutes et tous conscients ici qu'il est politiquement inacceptable et même socialement, dans la plupart des sociétés occidentales, si ce n'est toutes, d'avoir la totalité des déchets que nous produisons stockés dans nos villes quand nous ne sommes pas en capacité de les traiter. Et donc, un point
qui a créé une vulnérabilité avec des acteurs non étatiques, en particulier des groupes mafieux, ça a été la dépendance, et ça est toujours la dépendance que nous avons pour ne pas avoir tous les déchets présents dans les villes. Et on se rappelle à Naples ou à Marseille, quand ces négociations avec ces groupes via des intermédiaires se passent mal, ben, justement les accumulations visibles et les conséquences que ça a d'un point de vue social et politique. Et c'est bien sûr ben, l'exemplification du levier qu'on offre à ces groupes dans ce genre de cas. Eh bien, il faut juste rappeler qu'en France, selon les dernières statistiques, il y a environ 45% des déchets à échelle municipale qui sont recyclés et qui sont traités. Où vont les 55% restants? Et donc, et qui les gère? Et comment? Et donc, ça nous illustre une vulnérabilité et les instrumentalisations, pardon, euh, sur l'autre bout de la chaîne. On a beaucoup parlé d'approvisionnement, mais donc il y a dans les chaînes économiques et dans les chaînes de gestion, il y a l'autre bout. Et l'exemple des déchets est extrêmement prenant et extrêmement intéressant. Vous pouvez également appliquer cette même logique, pas qu'au niveau français avec nos municipalités, mais bien sûr aussi à l'échelle de l'Allemagne et de la gestion, par exemple, de ces déchets industriels et notamment de ces déchets chimiques, et de savoir sur ces 35-40 dernières années où est-ce qu'ils sont allés. Je peux vous donner un exemple. Une partie des déchets allemands chimiques, vraisemblablement, en partie gérés par la 'Ndrangheta et par la Camorra, enfin par deux des grandes mafias italiennes, se sont retrouvés à une époque sur les plages en Somalie. De ces plages somaliennes sont ensuite émergées, même si le lien ne doit pas être fait de manière une corrélation totale, c'est plus complexe, mais ça a été un des facteurs aggravants qui a conduit à l'émergence de la piraterie somalienne et donc l'ouverture d'un nouveau front de conflictualité. Merci Guillaume. J'ai une question pour Jérémy, pour continuer un petit peu et élaborer sur le propos, sur ta présentation tout à l'heure. Je voulais savoir si pouvais nous parler un petit peu plus de l'instrumentalisation de la Russie, mais de ses propres ressources, notamment sur le continent africain. Oui, merci Mathilde pour cette question. Effectivement, je suis resté un peu dans la présentation sur l'usage dans le cadre de la guerre de la Russie, plutôt des ressources ukrainiennes, comment on arrive à retourner en fait les ressources d'un pays contre lui-même pour l'asphyxier économiquement notamment. Mais tout ça a été rendu possible effectivement grâce à un contexte que je n'ai pas précisé, c'est celui que le fait que la Russie est le premier exportateur mondial de blé depuis quelques années maintenant, qui a effectué un grand retour sur les marchés agroalimentaires de manière générale depuis le début des années 2000 et principalement depuis 2014, après les sanctions européennes à la suite de l'annexion de la Crimée qui ont boosté les exportations russes. L'utilisation, du coup, le fait que depuis février 2022, la Russie a vraiment tenté de poursuivre une stratégie on empêche au maximum les exportations ukrainiennes de toutes les manières possibles, c'est-à-dire voilà, le blocus en mer Noire, les frappes contre les infrastructures d'exportation agricoles, etc. Et on se pose en alternative pour les pays qui en ont le plus besoin. Le Kremlin a énormément communiqué à ce moment-là sur sa présence en Afrique, où en fait la Russie, et notamment au niveau céréalier, gagne des parts de marché chaque année. Donc j'ai parlé de l'Égypte, 70% du blé importé en Égypte, il provient de Russie et d'Ukraine. Mais aujourd'hui, on peut aussi parler de l'Algérie. Il y a 5-6 ans, il y avait 0% de blé importé par l'Algérie, qui est l'un des 5 premiers importateurs mondiaux, qui venait de Russie. Aujourd'hui, plus de 50% du blé importé par l'Algérie provient de Russie, qui s'est vraiment déporté depuis le blé français vers le blé russe. Et ça, on remarque cette stratégie sur tout le continent africain. En 2023, il y a aussi eu voilà, cette volonté de mettre
très directement l'aspect diplomatique au cœur de ces relations économiques en offrant des livraisons de blé gratuitement à 6 pays subsahariens par la Russie. Donc voilà, il y a vraiment un grand effet d'annonce parce que c'est des relativement petites quantités par rapport à ce que ces pays importent et consomment. Mais voilà, l'aspect diplomatique, là, il est absolument clair et évident. Voilà. Merci Jérémy. J'ai une autre question en ligne, plutôt pour Sophia cette fois-ci. On va revenir sur l'eau. Et la question, c'est: l'eau pourrait-elle devenir une arme en cas d'escalade militaire entre deux puissances nucléaires, Inde et Pakistan? Si oui, quel scénario possible? Vaste question. Ouais, je ne vais pas m'aventurer sur les scénarios aujourd'hui, mais du coup, pour répondre à la question, est-ce que ça peut devenir une arme de guerre? Bon, déjà, tout dépend en fait de comment on va venir qualifier en fait cela. Déjà, la première chose à dire, c'est que d'ores et déjà, on observe dans les rhétoriques en fait utilisées par les deux parties prenantes, donc côté pakistanais, côté indien, une arsenalisation de la ressource hydrique. Comment? On a d'une part, comme je vous l'expliquais, en fait, côté, indien, la menace de couper l'approvisionnement en eau, menace qui est prononcée, on le répète, mais c'est important, du fait du statut d'hydro-hégémon de l'Inde, avec tous ces affluents, sur lesquels il est situé, en fait, en amont. Donc, avec une capacité théorique, j'y reviendrai en fait, de pouvoir contrôler le débit vers le Pakistan et d'autre part en fait, finalement en réponse en fait aux menaces de l'Inde de couper l'approvisionnement, le Pakistan qui dit: «Vous faites ça, c'est une déclaration de guerre». Donc on voit dès lors comment est-ce que ça s'inscrit et ça c'est important de le souligner dans, le contexte en fait, de conflit, qui perdure depuis quand même 1945 depuis 1947 pardon et la partition donc de l'Inde britannique. Alors, sur la menace, en fait, sur la capacité réelle ou non qu'aurait l'Inde de couper l'approvisionnement, en eau, aujourd'hui, les barrages hydroélectriques, de l'Inde sur les affluents donc du bassin de l'Indus, ça ne permettrait pas, en fait, réellement d'avoir une incidence, énorme sur, l'approvisionnement en eau du Pakistan. Ceci étant dit, il a déjà été montré, on n'en a pas parlé dans les cas d'études, mais l'arsenalisation de la ressource en eau et notamment, en Ukraine, le ciblage de barrages et de projets, hydroélectriques, c'est quelque chose qui est utilisé assez fréquemment. Ça n'a pas encore été le cas, dans, le conflit indo-pakistanais, sur le Cachemire, dans le bassin de l'Indus. Est-ce que c'est possible? Certains, disent que oui, d'autres sont en désaccord au regard finalement et ça faut le noter, c'est assez intéressant de voir que malgré en fait, une région qui soit marquée par des guerres, depuis 47 avec une série de guerres jusqu'à la fin des années 2000, à la fin des années 90 pardon et ensuite une mutation des violences avec des attentats et des attaques sur le territoire indien et bien malgré ce contexte conflictuel ouvert, il y avait une coopération autour des ressources hydriques entre les 2 pays à travers ce traité des eaux de l'Indus qui avait été adopté donc, dans les années 60 et qui a perduré jusqu'à la suspension, par l'Inde pardon, cette année. Donc, on est quand même dans un contexte où, et ça c'est important de le noter, la coopération autour de la ressource hydrique, elle demeure plus importante que la confrontation. Donc, faire que de l'eau une arme, c'est possible. Est-ce que ce sera le cas dans ce cas précis? C'est pas certain, non. Et j'avais une autre question aussi sur le lac Tchad, pour revenir sur ce cas d'étude-là. Tu as évoqué dans cette étude de cas que donc, le narratif autour de la disparition du lac Tchad avait été relayé par de nombreux acteurs. Mais comment se fait-il que ce narratif ait pu être relayé à des aussi hauts niveaux? Ouais, ben, alors c'est vrai qu'il y a eu, donc des démarches volontaires, je les ai expliquées, hein, de vraiment écarter des preuves scientifiques qui contredisaient en fait, les orientations politiques ou économiques qu'avaient certains acteurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il y a une forme d'ignorance organisée avec, une certaine, enfin, clairement un manque de rigueur en fait de la part, des parties prenantes et notamment de ceux qui rédigent en fait, des rapports, ceux qui rédigent des éléments de langage et cetera, de vérifier en fait, la véracité des sources et ça a été possible parce qu'en fait ce narratif-là, ces données erronées, elles ont été reprises notamment par des autorités scientifiques et politiques. On peut penser à la NASA, on peut penser à Ban Ki-moon, je l'ai évoqué et en fait à partir de là, ça a été, une reprise sur une reprise sur une reprise parce que en fait les personnes ne vérifiaient pas tout simplement que la source initiale était
était possible. Et donc, il y a eu d'une part une démarche volontaire où ils le savaient que c'était faux, mais on l'a mis de côté parce que ça servait pas à ce qu'on voulait faire. Et d'autre part, finalement, un manque de rigueur en fait et de rigueur scientifique, et de rigueur de travail en fait, de vraiment aller vérifier que les données mobilisées, sont prouvées. Merci Sophia. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Sur ce point-là, Mathilde, pardon, comme je Parfait. suis derrière, je fais Ouais, tu une fais bien. intervention impromptue. Juste dans la continuité du propos, moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans cette région et beaucoup travaillé sur le lac Tchad et je peux vraiment qu'appuyer les propos de ma collègue qui sont absolument justes. Et il faut voir derrière également qu'il y a comme elle l'a suggéré tout à l'heure dans son intervention, une volonté institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a également un intérêt de survie institutionnelle et d'un discours économiciste, c'est-à-dire un discours qui va présenter l'insécurité comme étant principalement liée à des enjeux de développement économique, des enjeux d'accès à la richesse, à l'emploi, et donc derrière également de voir que les motivations, par exemple, pour être recruté au sein des groupes armés, pour y adhérer ou vont être très tournées autour de ces questions. Donc derrière, évidemment, que les programmes de développement, que les programmes sur l'emploi vont être les armes majeures, les leviers essentiels pour faire reculer ces insécurités, et notamment ici Boko Haram et puis l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et là, il y a eu une tentative importante, parce que c'était aussi dans l'ère du temps, de lier ces trois enjeux ensemble, donc de réaliser un triangle qui arrangeait énormément de personnes, notamment les Nations Unies sous Ban Ki-moon, mais à la suite, ça s'est perpétué, en tout cas, de garder des ornières, de rester volontairement aveugle sur cette question pour réaliser ce triangle entre développement économique, changement climatique et insécurité et de vraiment propager cette lecture de la conflictualité et donc de dire que lutter contre le réchauffement climatique ou s'en inquiéter, ça pouvait aussi derrière justifier des grands financements, notamment sur l'adaptation à ces questions, la résilience face aux dommages qui étaient causés sur un plan, sur un plan économique. Et derrière est venu s'ajouter, juste pour mentionner quand même, parce que ça me semble important, la sauce finale à cette recette narrative qui a été les enjeux migratoires, qui ont été utilisés de la même façon, avec le même liant sur changement climatique, migration, manque de développement et de perspectives économiques et toutes les formes d'insécurité possibles et imaginables. J'ai une autre question pour toi, Guillaume, sur le rôle de la communauté internationale dans les différentes confusions qui existent autour des hybridations que tu mentionnais dans ton propos. Oui, je pense qu'elle est fondamentale. Enfin, c'est la continuité effectivement de ce que ma collègue et moi venons de dire là à l'instant. Je pense que il y a une confusion qui s'effectue à un triple niveau, en légitimant effectivement des discours et en les entretenant à échelle nationale, donc en donnant des armes politiques, parce que c'est vraiment ça, à des acteurs de différents niveaux pour oui, faire de ce phénomène qui est un phénomène exogène, voire en lien avec voyez, l'extérieur, c'est-à-dire aussi un phénomène sur lequel il y a très peu d'incidence de la décision politique, des choix, de l'utilisation des ressources publiques, de la violence étatique, des injustices, du manque d'accès aux services publics, etc. Ou encore qui permet de mettre sous le tapis toutes les dynamiques, notamment des acteurs non étatiques, et la puissance de leur discours, leurs facteurs d'attractivité, les leviers dont ils disposent. Et donc de tout ça, effectivement, il y a une arme narrative qui est donnée et une instrumentalisation qui est extrêmement forte, mais qui vient, comme je viens de le dire, servir véritablement des intérêts. Et il faut rappeler qu'au sein de la communauté internationale, ce n'est pas du tout un ensemble homogène. Vous avez aussi différentes agences, par exemple, au sein des Nations Unies, différents départements au sein de l'Union européenne, différents ministères à des échelles nationales, qui vont pousser différents narratifs également, et en fonction, bien sûr, derrière de leur mandat et des financements et derrière de l'importance dans la résolution de ces problématiques que la poussée ou non et l'avancée ou la domination d'un narratif va avoir. Et donc,
ici, encore une fois, quand cet enjeu du changement climatique il est lié à des enjeux de développement économique et eux-mêmes à des enjeux d'insécurité, eh bien, toutes les structures qui travaillent sur les enjeux de développement économique en primordialité vont se retrouver également, tout d'un coup, disposer d'un mandat pour lutter contre toutes les formes de phénomènes d'insécurité et derrière avec des mandats qui peuvent dépasser ou outrepasser complètement leurs prérogatives initiales. Et donc, vous pouvez vous retrouver à faire de l'agriculture, un programme d'agriculture locale sur de l'emploi de masse et pouvoir derrière brander le fait, ou en tout cas revendiquer le fait que vous faites de la lutte contre l'insécurité et la lutte en même temps contre le réchauffement climatique ou de l'adaptation, de la résilience à ce réchauffement climatique. Et donc la communauté internationale a encouragé véritablement ça, aussi d'ailleurs en ne promouvant pas un certain nombre de recherches telles que ma collègue l'a donné. Donc c'est à différents niveaux que la responsabilité se trouve, mais elle est à mon sens primordiale. Merci Guillaume. J'ai beaucoup de questions en ligne sur l'aspect plutôt juridique, sur Gaza par exemple, et je ne les adresse pas volontairement parce que ce sera notamment le propos de la deuxième table ronde, puisqu'on a des spécialistes du droit international humanitaire. Donc du coup, voilà, on discutera de ces points-là. Je ne les mets pas sur le côté, je les retarde simplement de quelques minutes. Je crois qu'on avait une autre question dans l'audience. Parfait, merci. Merci. Je fais un petit pas de côté par rapport à vos propos, parce que donc, dans les milieux de l'écologie, on parle beaucoup de décroissance, au sens de faire réduire nos flux nos consommations en fait, et nos flux d'énergie, de matière. Monsieur Sotomayor, dans sa réponse à un moment, il parlait de la question des déchets. Hein. Donc, je parle bien non pas du verdissement des déchets, de leur recyclabilité, etc., mais de dire bah, peut-être qu'en fait, il faut qu'on en génère moins et qu'on consomme moins de trucs et de machins. Sauf que donc, cette logique-là, c'est pas du tout la même qu'une logique qui vient plutôt des milieux de la défense, qui est une logique d'accumulation de la puissance pour faire face à quelque chose qui serait plus puissant en face. Et j'ai du mal à articuler les deux parce que j'ai quand même l'impression qu'au niveau mondial, si on consommait moins de trucs inutiles, on aurait moins de problèmes. Mais par ailleurs, on est en train de se dire qu'il va falloir accumuler plus de force pour résoudre un problème avec une autre logique. Et si vous avez des éléments de réponse ou, enfin voilà, je suis très preneur d'éléments dans cette direction. Merci. Sophia? Oui, donc en fait là, vous soulignez un point. Donc vous soulignez deux choses. La première chose, c'est la question du dilemme de sécurité. C'est ce un peu à quoi on fait face aujourd'hui. En fait, le dilemme de sécurité, c'est l'idée que si mon compétiteur, mon ennemi, mon rival est en train de s'armer, alors je me sens menacé et donc je me réarme. Et donc on augmente comme ça en fait les capacités de défense pour se sentir en sécurité face à la menace ressentie de l'effort de l'autre en fait d'augmenter son accumulation de moyens. Et en fait, ce que la question souligne, c'est, les paradigmes, en fait. Et il y a des paradigmes qui, encore aujourd'hui, sont en conflit complet. Pour le coup, ce qui sous-tend, en effet, la pensée, stratégique, la pensée, comment, en fait, est-ce qu'on assure la défense, la sécurité nationale, elle n'intègre pas encore de manière assez systémique la question de la dépendance à l'environnement, un environnement sain, en fait. Et pour l'instant, la sécurité est encore largement pensée d'un spectre uniquement centré sur la sécurité nationale qui est assurée notamment par les ministères de la Défense et les forces armées. En l'occurrence, depuis les années 90, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs qui ont continué et qui continuent jusqu'à aujourd'hui de dire attention, la sécurité, c'est aussi assurer à la population un environnement sain. Par ailleurs, nous dépendons tous, et même les activités militaires dépendent d'un environnement, en fait, d'un contexte dans lequel les opérations peuvent être conduites. Donc, il y a des liens entre tout ça. Mais là, il y a pour l'instant une faillite totale, en fait, à pouvoir complètement changer ces doctrines-là parce qu'ils ne sont pas calibrés comme ça. Et depuis la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, malgré des mutations avec l'ouverture des concepts de sécurité environnementale, de sécurité humaine, etc.,
le concept de sécurité reste centré là-dessus, reste centré donc sur la question de la défense, avec les menaces traditionnelles, le nucléaire, la dissuasion, plus récemment les questions de terrorisme, et tend à laisser finalement en second ces autres questions que vous évoquez. En fait, si nous sommes tous mis en danger par le phénomène des changements climatiques et plus largement par la destruction de la biodiversité et d'autres objets, eh bien, ne devrions-nous pas tous ensemble trouver une solution pour justement amoindrir ces menaces sur lesquelles tout se pose. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, en fait, parce que c'est comme si on parle des langages un petit peu différents. C'est le cas ici en Europe, mais bien entendu, pour les rivaux de l'Europe, on peut penser bien sûr à la Russie. Très concrètement, la question, elle ne se pose pas, en fait. Au contraire, le changement climatique peut même être considéré comme quelque chose de bénéfice, enfin, pouvant apporter des bénéfices, en fait, dans la stratégie d'expansion, notamment commerciale du pays. Voilà. Oui, et juste Mathilde, sur ça, si je peux me permettre très vite, il y a également une considération, je crois, qu'il faut avoir pour relier les deux thématiques, qui est qu'il y a des États, comme ça vient d'être dit, qui vont activement et qui déjà activement luttent contre ces projets alternatifs, notamment sur des projets de décroissance, des projets de régulation, des projets des activités économiques, des projets de régulation de la propriété intellectuelle, du droit du travail, du respect de l'environnement, etc. On l'a remarqué très récemment au niveau de la Commission européenne avec le paquet Omnibus. Et donc, vous avez un lobbying via un certain nombre également de chevaux de Troie, par exemple au sein de l'Union européenne, via un certain nombre de leviers d'influence qui sont exercés, et notamment également sur de la désinformation, pour activement saper les possibilités de réussite de projets qui ne sont pas nécessairement de la décroissance, mais qui, à minima, vont conduire à une forme de régulation du système capitaliste au sens large du terme, et derrière proposer des alternatives crédibles. On ne veut pas que ces alternatives crédibles, différentes, puissent émerger, se propager et constituer des modèles, des contre-modèles face au modèle de la puissance et de l'interaction justement de ces grands des acteurs qu'on a décrits précédemment. Et en ça, les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres sont des acteurs qui nous forcent, malheureusement, je crois, à réfléchir en termes de puissance, y compris dans la logique de rester un pôle au niveau européen ou au niveau français de science et de créativité et derrière donc de crédibilité dans notre capacité à proposer des modèles alternatifs. Merci Guillaume pour ces propos de fin, puisque la première table ronde, je crois qu'il y a une dernière question. On va prendre une dernière question. Par contre, ce sera la dernière, puisqu'après on passera à la pause et à la collation pour laisser la place à la deuxième table ronde. Merci. Merci. Je vais poser ma question rapidement, alors pour ne pas retarder la pause. Oui, c'est une question concernant la conflictualité. Effectivement, un pays comme la Russie, par exemple, a intérêt au réchauffement climatique. Lorsque vous allez en Russie, dans le nord, le climat n'est pas exactement le même que celui qu'on a en France, qu'on a en Europe. Donc, si la Sibérie se réchauffe, ça a un avantage. Si le nord se réchauffe, ça permettra également le passage vers le nord pour relier la Chine avec l'Europe. Il y a une question qui a été posée dans le cadre de la COP qui va se terminer, c'est celle du méthane. Un certain nombre de pays, notamment la France, ont demandé à ce qu'il y ait une obligation de réduire l'émission de méthane. En, en Europe, le méthane, il provient de l'industrie essentiellement. Si on met à part les productions des vaches, et c'est essentiellement ça. Par contre, il y a un autre pays, la Russie, le méthane est un problème qui est en train qui est important, qui est dû au réchauffement du pergélisol. Et on le voit, les sols s'effondrent et il y a énormément de méthane qui se produit. Alors, ma question, là, on a parlé des enjeux conflictuels autour des ressources alimentaires, des ressources en eau.
Euh, Là, on n'a pas parlé des gaz. Je voudrais avoir votre avis sur le potentiel de conflictualité, d'exploitation du potentiel de conflictualité qu'il peut y avoir ce sujet, sur ce sujet du méthane. Le méthane, c'est 80 fois plus à effet de serre que le gaz carbonique. Donc, il suffit de beaucoup moins de méthane que de gaz carbonique pour faire réchauffer la planète. Voilà, c'était le sens de ma question. La conflictualité liée au méthane. J'avais pensé que c'était une question pour Dorine Buchot, peut-être. Il avait parlé de ressources alimentaires, il y avait un petit. Mais bon. Si, elle n'a pas d'éléments, je crois. J'avoue que vous n'êtes pas une grande spécialiste du méthane. Bah moi non plus. Non, mais la question que je me pose par rapport à votre question, c'est finalement, étant donné que les deux sont des gaz à effet de serre et donc sont responsables des changements climatiques, sur quel, voilà, quel est C'est- l'angle Oui, c'est très simple. En Europe, on peut décider, dans le cadre de la COP, par exemple, de dire il faut faire des réductions de production de méthane. C'est facile, il suffit de limiter l'industrie. Prenez Air Liquide à beaucoup de, par exemple, de programmes pour réduire la production de gaz carbonique. Il est possible également de réduire de réduire le méthane en contrôlant les processus gaziers. Bon. Mais par contre, qu'est-ce que vous voulez faire en Russie pour limiter le méthane alors que vous avez des millions de kilomètres carrés de toundra et de taïga qui sont en train de s'effondrer et d'émettre du méthane? Bah, en fait, ce que vous soulignez, c'est, la question, du droit international, de la gouvernance internationale des changements climatiques et de la traduction, en fait, des engagements pris par les États dans ces cadres de gouvernance internationaux à, l'échelle nationale et donc vous pointez quelque chose qui est vrai. Nous, Français, que pouvons-nous faire, pour que la Russie agisse dans un tel ou tel C'est dans le narratif. Ma question, elle concerne surtout le narratif. C'est-à-dire comment est-ce que la question du méthane risque d'être utilisée contre un pays qui ne pourra rien faire contre ces émissions de méthane. Voilà. j'ai pas la réponse. Je sais pas. Moi, je rejoins le propos de Sophia. Je pense que c'est une question aussi de diplomatie climatique et c'est d'autres formes de conflictualité, mais qu'on peut avoir plus au niveau diplomatique. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une question intéressante qui va nous servir d'ouverture pour cette table ronde, puisqu'on va clôturer cette discussion. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence et votre écoute et vos questions. Et merci à vous. Et on se retrouve dans 15 minutes ici pour démarrer la deuxième table ronde. Voilà.